Bonjour à tous. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à cette 3e journée d'études organisée par l'école de psychanalyse du RPH, le réseau pour la psychanalyse à l'hôpital. Cette journée d'études est consacrée à la clinique du partenariat entre chirurgie et psychanalyse. Le thème de cette journée oblige son introduction à présenter ce qu'est cette clinique du partenariat proposée par l'école du RPH depuis sa fondation. C'est pour cette raison que je m'attarderai d'abord sur l'histoire de l'apparition de la clinique du partenariat afin de témoigner de son lien direct avec l'expérience de la pratique psychanalytique aux côtés de celle chirurgicale. Donc, qu'est-ce qu'est la clinique du partenariat ? Clinique est un terme qui apparaît au XVIIe siècle. Emprunté du latin clinicus, du grec clinikos, la clinique est propre au médecin qui exerce son art près du lit de ses malades. Lui-même de cliné, lit. Partenariat est une action commune entre organismes différents dans un but déterminé. S'il est associé alors clinique et partenariat dans une seule et même expression, il s'agit alors d'un art exercé près du lit du malade, relevant d'une action commune entre partenaires différents dans un but déterminé. Dans le cadre de la clinique du partenariat, terme proposé par Fernando de Amorim, les partenaires différents sont le médecin, le chirurgien, le psychiatre, le gynécologue, le praticien de l'organisme, dans une action conjointe avec le psychanalyste. Mais quelle action est exercée ? Dans quel but déterminé et de quelle manière ? Afin de répondre à ces questions que pose une définition textuelle de ce dispositif, qu'est la clinique du partenariat, nous allons devoir examiner d'abord de plus près l'histoire de sa création. L'histoire commence à l'hôpital Avicenne. Dans les années 90, un psychanalyste au nom de Fernando de Amorim travaille aux côtés des professeurs Loïc Guillevin et Philippe Casassus, dans le service d'hématologie et de médecine interne. Le contexte médical était celui de l'épidémie du sida et des limites de la pratique médicale devant des patients qui dormaient comme des mouches. Face à l'énigmatique de la rechute de la maladie, la persistance du symptôme et sa récurrence malgré le traitement médical, Amorim découvre qu'il y a bien quelque chose qui résiste à la guérison. Ce quelque chose, ce n'est non pas la maladie, mais le malade lui-même. La clinique du partenariat apparaît comme nécessité face à ce constat que soigner la maladie ne soigne pas toujours le malade. Cela, Amorim le conclut dès 1999. Je cite : « Personne ne fait une maladie grave pour rien, nous dit Amorim. Il y a toujours une histoire de douleur, une histoire d'amour, une histoire humaine qui est au rez-de-chaussée de l'immeuble que notre clinique s'habitue à regarder au-dessus, bien au-dessus, pendant que le sujet reste sur le trottoir à se débattre sans avoir le code pour rentrer. Et rentrer veut dire « Docteur, j'ai besoin d'aide ». Avec sa demande maladroite d'aide, son mutisme, son agressivité, son allégresse. À la suite donc de Freud avec l'hystérie, Lacan avec la psychose, Amorim propose d'aborder la maladie organique comme effet de l'inconscient structuré comme un langage. Bien sûr, sans la médecine et le traitement médical, le malade peut subir la maladie, voire même mourir. Mais sans une lecture de son inconscient qui se répète dans son corps, là je cite Amorim, le sujet aura la tendance à répéter encore dans son corps, car c'est le chemin le plus facile que le sujet a trouvé pour dire sa souffrance dans une formation de compromis et dans les cas les plus extrêmes par la mort. Médecine et psychanalyse doivent donc pouvoir s'organiser conjointement leur praxis, d'un côté la prise en charge du réel de l'organe et de l'autre l'écoute de la maladie comme signe ultime d'un réveil à la vie, l'appel d'un malade en prise avec l'angoisse de l'existence. Toujours en 1999, apparaît pour la première fois le terme de clinique du partenariat dans un éditorial écrit par Amorim et signé conjointement avec Philippe Casassus. Il nous semble qu'une proposition légitime serait de penser la clinique du XXIe siècle où médecins et psychanalystes pourraient travailler dans un régime de partenariat. Cela par le simple fait que la souffrance est toujours au cœur même de la douleur. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la souffrance du sujet dans la douleur organique. Mes citations sont tirées des actes de l'AFORMAG, l'Association de formation et recherche clinique en médecine interne, hématologie et psychopathologie pour la prise en charge des maladies graves. Et je vous invite à vous procurer ces actes qui sont
précieux pour la recherche et que vous pouvez vous procurer au stand de revue juste au fond de la salle. Donc, à partir de cette proposition clinique, il est possible d'apercevoir l'opacité du symptôme se diluer devant le patient que nous découvrons, un être parlant. Néanmoins, ce mouvement et cette articulation clinique, ce changement de perspective, nécessitent des outils. Cet outil, d'abord, c'est la cartographie de la clinique avec le malade, le patient, le psychanalysant, à l'usage des médecins, psychistes et psychanalystes en institution et en ville, qui est publié en 2003 et que vous pouvez trouver ici. Si la cartographie est publiée en 2003, il est possible de percevoir des signes de sa construction dès les années 90. Je citerai seulement à titre d'exemple la proposition du terme de psychiste, d'abord écrit avec un Y, qui apparaît en 1993 lors du premier colloque de l'Association de formation et de recherche clinique en médecine interne, hématologie et psychopathologie. Aujourd'hui, en 2023, le manuel clinique de psychanalyse définit la cartographie comme telle, je cite. Sa visée est de synthétiser sur une page la situation clinique telle que nous nous la représentons et de répondre à des questions concrètes. Qui est impliqué dans la situation clinique? Quel est le déroulement logique d'une cure et ses moments clés? Comment représenter les attentes et les positions de l'être en souffrance qui vient rencontrer un clinicien? La cartographie doit être lue de gauche à droite, entre les champs du besoin à gauche et le champ de la Durcharbeitung à droite. Se déroule le travail clinique dans une progression logique. Les 4 colonnes correspondent aux 4 positions subjectives de l'être, malade, patient, psychanalysant et sujet. Ces colonnes montrent les évolutions possibles de l'être, de la position de malade à celle de sujet, en traversant une psychothérapie et pour certains une psychanalyse. Ainsi, cette cartographie permet également d'identifier les différents intervenants, les lieux d'intervention du clinicien et sa stratégie clinique, entre parenthèses, la conification du transfert en particulier. La conification du transfert est un jalon essentiel de la stratégie clinique de la clinique du partenariat entre le médecin, le praticien de l'organisme et le psychanalyste. Celle-ci, donc la conification du transfert, désigne, je cite, l'action du médecin qui va orienter le malade ou le patient vers le psychanalyste. Il s'agit là de compter avec l'autorité du transfert du médecin au service de l'entrée en psychothérapie du patient. Depuis l'apparition du terme de clinique du partenariat en 1999 à la publication du manuel clinique de psychanalyse en 2023, la théorisation a bien changé, s'est étoffée et s'est précisée. Faire une histoire de son évolution serait une tâche passionnante. Néanmoins, au cours de ces évolutions, un motif subsiste à travers les années. Celle de différencier psychanalyse et lecture psychosomatique du symptôme et de la maladie afin de mettre la rigueur scientifique au service de la clinique. La clinique du partenariat s'inscrit en ce sens. Ces journées d'études sont nées il y a 2 ans afin de remettre au goût du jour la discussion avec les partenaires cliniques et faire honneur à l'histoire du RPH. En 2021, il avait été organisé la première journée d'études avec neuroradiologues, endocrinologues et rhumatologues qui sont intervenus auprès de psychanalystes et psychothérapeutes. En 2022, nous avons invité 2 sages-femmes qui nous ont fait l'honneur de témoigner de leur pratique aux côtés de psychanalystes et psychothérapeutes. Ces 2 premières années au sein de ces journées ont abouti à un constat qui se résume à cette phrase que je me permets de citer d'une des interventions du docteur Nemraoui. Ce constat oblige médecins et psychistes. Sauver l'organisme sans prendre en compte le malade, son désir et sa jouissance n'est pas une thérapeutique solide. Cela laisse la porte ouverte à la récidive et à la souffrance, quelle qu'en soit la forme. C'est ici que se situe l'importance de la clinique du partenariat. Aujourd'hui, qu'en est-il du partenariat entre chirurgie et psychanalyse? Comment mettre en place et nourrir cette clinique du partenariat entre psychistes et chirurgiens? Quelles avancées cliniques sont possibles et quelles en seraient aussi les limites? Voici les questionnements qui nous accompagneront tout au long de la journée, avec l'enjeu de témoigner de l'actualité clinique d'un tel partenariat et de son caractère scientifique. C'est sur ces mots que je déclare ouverte cette journée de travail.